je vais demander à tous les lauréats et lauréates que je félicite véritablement de remonter sur scène. Je vais les appeler, tous ces jeunes talentueux et brillants lauréats. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci à tous. Vous allez même passer devant. On vous propose une petite configuration Jones, si j'ose dire. Vous allez vous asseoir. Vous avez chacun des micros, des petits verres d'eau. Donc, dans l'ordre d'arrivée, nous avons donc Célim Natahi. À côté de Célim, c'est Julien Ablin. Et puis, nous avons Navin Kanalou Ramamorti, Mathilde Montaubain et Olympia Coutinelli-Rendina. Et enfin, Pete Lamers. Nous allons donc entamer, je vais peut-être moi descendre, ça sera plus simple, je vais prendre par les escaliers ici, je vais prendre mon petit stylo. La thématique du débat, c'est autour de la question, ça c'est le titre de mon émission, mais là c'est vraiment autour de la question, à quoi sert la recherche aujourd'hui? Et moi je me suis dit, en parlant avec les lauréats, en voyant ce qu'ils avaient fait, je me suis dit que finalement, comment dire, le plus simple, le plus logique pour comprendre à quoi sert la recherche, vu que là nous avons un panel d'une diversité absolue et d'une excellence absolue, eh bien c'est de faire parler chacun d'entre vous de vos recherches respectives. Et on va voir à chaque fois que l'intérêt, à quoi ça sert, l'utilité des recherches fondamentales et parfois obscures nous saute aux yeux. Et on va commencer par qui? Par Navin Kanalou Ramamorti, prix du Collège de France pour les jeunes chercheurs cette année. Navin, j'aimerais bien que vous nous parliez de votre recherche. Le professeur Dario Mantovani vient nous expliquer à quel point vous parliez 15 langues. Vous êtes maître de conférence à l'EHESS, où vous détenez la chaire pour une histoire institutionnelle de l'Empire mongol, droit, pouvoir et économie politique en Asie du Sud au XVIIe et XVIIIe siècle, a priori sujet d'archives qui traitent de choses qui ne nous concernent pas. Or vous travaillez sur le droit musulman, sur la charia, mot qu'on emploie à tous les sens du terme, et vous travaillez précisément sur une époque du passé, dans toutes les langues du passé, vous remontez aux sources pour éclairer ce qu'on vit aujourd'hui. Navin. Merci. En effet, comme vous avez dit, je travaille sur la charia et ce mot qui est encore utilisé à un sens très lourd et aussi fait débat, aussi polémique dans l'espace public, pas forcément dans les institutions académiques. Donc ce qui m'intéresse, et notamment pour l'Empire moghol, qui était la dernière grande puissance impériale avant le colonialisme britannique, a été toujours vu comme une sorte d'exception. Comme la grande majorité de la population elle était non musulmane, l'idée c'était que le droit musulman n'était pas applicable. Comment ce serait possible même? Donc moi, c'est une problématique qui m'intéressait et notamment, je travaille sur le 17e, 18e, mais surtout la seconde moitié du 17e, parce que c'est la période de la codification, ou la compilation impériale du droit hanéfite, qui est une des écoles. Et ce que j'essaie de montrer dans mes recherches, c'est en fait, nous avons aujourd'hui une conception différente du droit religieux, vu les processus de sécularisation et de la modernité, où de plus en plus, la religion est censée avoir reculé, disons, dans l'espace public. Mais en réalité, lorsqu'on pense à des sociétés d'ancien régime ou des sociétés prémodernes, en réalité, le droit religieux a un sens plus large. Ça inclut aussi tout ce qui concerne l'administration, les institutions, ce qui est l'économie politique proprement parlée, la fiscalité, et en ce sens était applicable pour les non-musulmans également. Et en ce sens aussi, c'est précisément pour la cohabitation entre des différentes communautés. Bien entendu, il y a aussi des conflits ou des violences, mais le droit et ce système normatif rend possible, je dirais, l'empire même. C'est donc un regard un peu particulier sur la place, à la fois la place du droit dans l'islam, sur cette charia qui a été possible à un moment de l'histoire pour différents peuples qui n'étaient pas tous de confession musulmane. Oui. Et dans différentes langues, et qui a pu être appliquée. Oui, non seulement cela a pu être appliqué, c'est la façon dans laquelle les juristes
musulmans ont conçu leur droit, qui est un droit casuistique et fondé sur des pratiques, des habitudes et des mœurs de l'époque et qui ont en fait rendu possible, je dirais, même l'existence de ces empires. Et est-ce que vous pensez que votre voix pourrait peut-être être entendue au fur et à mesure de vos recherches pour justement décaler un peu nos regards très focalisés aujourd'hui sur ce qui nous arrive? Est-ce que c'est aussi une manière de ramener, d'éclairer par le passé notre présent et j'espère notre futur? Je pense que, bon, en tant qu'historien, pour moi, c'est toujours délicat de parler du présent ou Bien du sûr. futur, mais je dirais que ce qui m'intéresse, c'est de historiciser l'aspect ou le sens de la charia, et en ce sens aussi de donner un autre regard sur ces sociétés du passé, et notamment pour nous, en fait, même si disons, les sociétés modernes essayent de se séparer du passé, en fait, ce sont précisément dans notre époque, on a fait beaucoup plus de recherches et on s'intéresse alors qu'on veut se séparer. Et c'est aussi pour rendre étrange le passé. Ce n'est pas évident, ce sont d'autres types de sociétés et que, vu qu'il y a souvent l'instrumentalisation du passé dans le présent, ça peut être dans les médias ou ailleurs. Je pense que c'est toujours pour garder une perspective critique, je dirais. Une perspective critique, je pense qu'on va en parler de ça, cette perspective critique partagée par tous les chercheurs. J'ai envie d'aller, comment dire, d'un bout à l'autre de la chaîne, de passer avec vous, Julien Hablin, à un autre domaine. Hein. Vous êtes cancérologue, chef d'équipe au Centre de recherche en cancérologie de Lyon. Vous avez travaillé ici même au collège avec le professeur Hugues Deté. Dans votre laboratoire, vous étudiez les procédés, les processus qui favorisent la formation, la dissémination des mélanomes, un cancer très agressif. Alors là, on est dans une recherche fondamentale, mais qui a évidemment des applications qui nous concernent tous. Oui, bien sûr. Effectivement, nous, on s'intéresse vraiment à des aspects moléculaires et cellulaires. On va dire, notre but, c'est vraiment de comprendre les mécanismes moléculaires et cellulaires qui sont à l'origine des tumeurs et aussi qui leur permettent de progresser, et en particulier de former des métastases, c'est-à-dire de disséminer dans différents organes du corps. Et la formation de métastases, c'est véritablement un problème de santé publique, puisque ça représente la principale cause de mortalité pour les patients qui sont atteints de cancer. Donc effectivement, on s'intéresse à des mécanismes vraiment fondamentaux, mais qui ont une répercussion, on va dire, sociétale. Et pour s'intéresser à ces mécanismes, on part, dans mon laboratoire, on part vraiment de la génétique humaine, donc on part des patients eux-mêmes, et on essaye de comprendre les altérations génétiques qu'on trouve dans les tumeurs humaines et de les modéliser, c'est-à-dire d'en décortiquer la fonction. Et pour ça, on utilise tout un tas de modèles différents. Donc vous avez besoin d'interdisciplinarité, hein, on s'en doute bien, hein, pour vos recherches entre différents domaines, hein, mathématiques, informatique, modélisation et santé, évidemment, biologie. Voilà, donc on travaille en particulier avec des cliniciens, bien sûr, hein, toujours avec ce lien qui est vraiment critique pour notre recherche. Notre modélisation, elle passe d'abord par des approches biologiques, en particulier un des modèles qu'on utilise pour essayer de comprendre le rôle de ces altérations génétiques dans l'initiation et dans la progression des tumeurs. C'est le poisson zèbre, qui est un petit poisson. Et voilà, un poisson zèbre qui arrive voilà, en plein dans le débat sur la recherche. Donc c'est un petit poisson, 3 ou 4 cm, vraiment un poisson que n'importe qui peut trouver dans des magasins d'aquariophilie. Mais c'est un outil extrêmement puissant pour comprendre la génétique humaine, parce que même si c'est un poisson, c'est un organisme vertébré, et même au cours du développement, ça ressemble beaucoup au développement de l'homme. Il y a une conservation très importante entre les gènes du poisson et de l'humain, hein, il y a 80% de conservation, et c'est ça qui nous permet d'utiliser ce modèle et sa puissance génétique pour vraiment finement représenter ce qui se passe dans une tumeur humaine.
comment le poisson zèbre vous aide à lutter contre les pires de nos cancers. On va continuer ce grand écart, parce que moi je trouve qu'il illustre bien à quoi sert la recherche aujourd'hui avec vous, Mathilde Montaubain. Alors vous êtes juriste en droit international, chercheuse auprès de la chaire droit international des institutions au Collège de France, doctorante auprès de la professeure Samantha Besson du Collège de France, et vous avez gagné le droit, si j'ose dire, de continuer à travailler une année de plus ici au Collège, de poursuivre vos recherches qui sont passionnantes sur l'administration par algorithme. Alors là, on est dans la question du droit, des questions juridiques, mais qui nous concernent tous, puisqu'on est de plus en plus, on en a le sentiment, parfois gouvernés par les algorithmes. Les administrations le sont aussi, françaises, anglaises et européennes. Oui, alors tout à fait. En effet, c'est un thème de recherche qui fait écho à des questions qui seront sans doute pas étrangères au public ce soir, puisque le recours aux algorithmes, l'intelligence artificielle en particulier, occupe de plus en plus le débat public. C'est aussi des questions qui occupent et préoccupent les juristes, évidemment, puisque quand c'est l'administration qui a recours en particulier, ça ne renvoie pas seulement à des enjeux éthiques, mais aussi à des enjeux juridiques. Alors on peut penser notamment à la protection des droits des individus, notamment à travers le risque d'automatisation des discriminations. On peut penser aussi à la question de la transparence ou de la publicité de l'action publique. Donc ça renvoie à la difficulté d'accès aux données d'entrée de l'algorithme, et puis la difficulté de comprendre comment fonctionnent les algorithmes. Donc là, les mathématiciens pourront nous aider peut-être. Et puis, ça renvoie plus fondamentalement à la question de la responsabilité juridique et politique, puisque, par exemple, le recours aux algorithmes rend beaucoup plus difficile l'identification du décideur responsable, notamment dans un contexte de recours accru à des opérateurs privés pour faire fonctionner, pour entretenir ces algorithmes. Donc voilà, j'essaie de traiter de ces questions dans une approche comparative et de réfléchir à ce que cette administration par algorithme implique en termes de redéfinition de la bonne administration légale et démocratique. Donc là encore, c'est une recherche en totale interdisciplinarité, mais en plus, qui est... alors la recherche est en train de se faire, mais nous sommes en train de vivre cette révolution algorithmique. Donc vous êtes en plein dans le présent. Alors oui, un petit peu dans le passé aussi, puisque le recours aux algorithmes n'est pas tout à fait nouveau par les administrations. Ça a commencé dans l'ensemble dans les années 90. Là, les nouvelles découvertes, et en particulier l'intelligence artificielle, renouvellent ces questions. Et puis, on a un recours accru aussi par les administrations. Donc là, par exemple, une des nouveautés en France, c'est l'utilisation des algorithmes dans le maintien de l'ordre, avec la vidéosurveillance automatisée ou algorithmique. Donc, il y a des nouveaux enjeux. S'agissant de l'interdisciplinarité, alors en effet, et là c'est le luxe d'être au Collège de France, c'est de pouvoir bénéficier des enseignements et de la réflexion de spécialistes précisément des algorithmes, donc que ce soit des informaticiens ou des mathématiciens. Mais c'est vrai que mon approche, je vais m'appuyer sur leurs travaux, mais je reste juriste, et donc mon approche, c'est par le biais du droit. On va passer aux mathématiciens, puisqu'on a parlé mathématiques. Pete Lamers, alors vous occupez le poste sur la chaire de professeur junior au CNRS, au laboratoire des probabilités statistiques et modélisation à Sorbonne Université. Vous êtes néerlandais. Oui. Et vous avez choisi de venir poursuivre vos recherches en France. Alors, je sais qu'il y a le Collège de France, il y a l'IHES, où travaille le mathématicien, votre mentor, votre ami, Hugo Dumini, le copain. C'est pour ça aussi, parce que vous, votre recherche, elle est à la lisière de la physique et des mathématiques. On peut le dire comme ça ? Oui, exactement. Du coup, oui, je suis venu ici en France parce que pour moi, c'était vraiment de travailler avec Hugo. La raison que je suis venu ici. Mais en fait, après d'être venu ici, j'ai rencontré que la communauté mathématique française est merveilleuse. Elle a été très chaleureuse. Et en fait, ici, il y a une tradition mathématique qu'il n'y a pas aux Pays-Bas. Parce qu'aux Pays-Bas, par exemple, les maths n'est pas valorisé dans les autres sciences comme ici.
bon, en fait, après d'être ici à Paris pendant 2 ans, j'ai eu l'opportunité de rester ici. Et de travailler pour CNRS, ça veut dire pour moi que je peux me concentrer toujours sur la recherche. Et que, bon, je vais quand même participer à la formation d'une nouvelle génération de mathématiciens et mathématiciennes. Mais c'est vraiment la recherche et moi-même ou avec les doctorants, les doctorantes qui comptent. Et, oui, pour moi. Une recherche donc en mathématiques, mais en mathématiques qui a des grands rapports avec la physique. Et pour l'expliquer assez simplement, vous travaillez sur les transitions de phase, c'est ça? Oui. Et je sais que vous arrivez à l'expliquer de manière très simple. Oui, bien sûr. Comme les professeurs du collège, plus ils sont dans des questions compliquées, plus ils savent l'expliquer de manière simple. Du coup, la transition de phase, ça a l'air d'être un peu un mot sale ou difficile, mais en fait, c'est très simple. Si on prend un verre d'eau et on le refroidit jusqu'à moins 10 degrés, c'est de la glace. C'est pas du tout la même chose. Et après, pour le mettre en glace, c'est pas du tout un processus continu, parce qu'en fait, à 0 degré, il y a un changement très fort. Et en fait, ça c'est très intéressant parce que il y a beaucoup dans le monde entier, il y a beaucoup de situations où un système est très stable, mais il y a des points très spécifiques où il y a une grande instabilité. On trouve ça, par exemple, dans la physique tout le temps, mais aussi dans les processus sociologiques, économiques. Quand on vote pour un président, par exemple, c'est une très grande différence d'avoir 51% ou 49%. C'est pas du tout la même chose. Et en fait, parce que dans la science, très souvent, on assume que tous les agents actent de manière indépendante. Mais en fait, quand moi-même, quand je vote, c'est pas du tout juste moi-même. Je parle tout le temps à ma famille, à mes amis. Et ça change complètement le comportement de ce système. Et à la fin, le but, c'est de créer une langue universelle pour comprendre tout ce système. Et ça, je trouve, pour moi, c'est vraiment le défi de créer une chose universelle. Oui. Mathématicien qui veut créer une langue universelle, vous avez gros chantier devant vous, vous fait confiance. Alors, j'ai envie de faire parler Olympia, qui est à vos côtés, Coutinelli Rendina. Alors, vous êtes économiste, encore un autre domaine, auprès de la chaire de l'économie des institutions et de l'innovation. Vous êtes une économiste de l'innovation, hein, Olympia, et vous travaillez sur un sujet extrêmement pertinent, et pourtant assez peu creusé. Votre thématique, c'est le lobbying des entreprises. Exactement. Merci, Caroline. Disons qu'en économie, on a souvent cette idée que les entreprises choisissent leur stratégie, qu'elles agissent dans un contexte juridique et dans un contexte réglementaire qui est fixe et qui leur est imposé. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Les entreprises sont souvent des groupes d'intérêt et participent au débat public et essayent d'influencer les réglementations et les lois. Et donc moi, ce que j'étudie justement, c'est cet effort que les entreprises font, ce lobbying. Et donc j'essaie de regarder quel impact ça a sur la compétition au niveau d'un secteur. Si les consommateurs, après, vont avoir le même type de bien ou un bien plus cher, un bien de moins bonne qualité. Et tout au long de ma recherche, le fil conducteur, c'est justement le lien avec l'innovation, qui est le thème de ma chaire, de la chaire du professeur Aguillon, à laquelle je participe au Collège de France. Et donc d'essayer de voir si ces deux stratégies sont deux stratégies plutôt complémentaires, donc si les entreprises veulent innover et en même temps elles font du lobbying pour avoir un cadre meilleur, ou si au contraire les entreprises choisissent si innover et proposer justement des meilleurs produits, des produits moins chers, ou au contraire essayer d'ériger des barrières à l'entrée pour d'autres entreprises et faire du lobbying. Donc le lobbying n'est pas un gros mot, il peut être étudié par une économiste de l'innovation. Il y a une petite littérature en économie politique qui étudie justement le lobbying et d'autres façons de faire pression politique par des entreprises et d'autres types d'acteurs. Donc on voit bien là, on est dans des recherches vraiment extrêmement actuelles et contemporaines. Et puis je vais me tourner vers vous, chère Céline Natahi. Alors vous êtes paléoanthropologue actuellement au sein du département de paléoanthropologie du professeur Jean-Jacques Hublin, ici même au Collège de France. Alors vous, c'est comment dire, l'émergence du cerveau qui vous intéresse, qui nous intéresse tous un peu aussi d'ailleurs, hein, du cerveau humain, du cerveau d'Homo sapiens.
sur lesquels vous travaillez de toutes les manières possibles, dans toutes les dimensions possibles. C'est ça ? Oui. Disons que ce qui nous intéresse avant toute chose, c'est quand même de comprendre ce qui fait de nous ce que nous sommes. Qu'est-ce qui nous différencie en fait des autres grands singes non humains. Et donc forcément, le cerveau, ça constitue quand même une approche assez intéressante, puisque jusqu'à preuve du contraire, les capacités cognitives complexes que nous avons, les autres grands singes ne les ont pas. Donc on cherche non seulement à comprendre la nature de ces changements de l'organisation cérébrale, mais aussi les conditions d'émergence, c'est-à-dire aussi de comprendre dans quel contexte évolutif un certain nombre de réarrangements du cerveau sont apparus. Et donc, on a, notamment avec le professeur Jean-Jacques Hublin, un regard tout particulier sur cette autre humanité qui a disparu, que sont les Néandertaliens. Et donc, on cherche un petit peu à comprendre ce qui a fait que nous sommes ici aujourd'hui, et eux sont manifestement plus là, même si on en a encore un petit peu dans notre génome. Voilà. Donc vous êtes paléoanthropologue, là on est aussi, j'ai envie de dire aujourd'hui, un peu dans la transdisciplinarité, à la frontière des sciences humaines et d'autres sciences, parce que les paléoanthropologues que vous êtes, c'est des sciences absolument humaines, et en même temps vous vous servez de 3D, enfin beaucoup d'une technologie de pointe aujourd'hui. Oui, alors on s'amuse beaucoup. Mais dans le sérieux, bien entendu, mais on s'amuse beaucoup parce qu'il y a cette dimension interdisciplinaire et transdisciplinaire qui est au cœur de cette discipline, puisque on fait appel à des techniques, notamment en sciences archéologiques, qui sont des techniques de datation, comme des isotopes. On va faire appel à des techniques de caractérisation élémentaire. On peut faire appel aussi aux sciences humaines pour plutôt avoir peut-être un cadre interprétatif sur certains modèles archéologiques. On fait appel, pour ma part, à l'imagerie 3D, à la reconstruction virtuelle, à la comparaison des formes, donc là des outils plus qui font appel un petit peu à des mathématiques. Donc oui, effectivement, l'interdisciplinarité, c'est le cœur de ce qu'on fait au quotidien, et c'est ce qui rend aussi la chose assez passionnante. Voilà. Elle est bien représentée ce soir, l'interdisciplinarité. Alors maintenant, je vais vous poser des questions, mais qui va s'adresser à tout le monde. Et vous pouvez aussi... allez, on continue avec vous. Alors, cette question, à quoi sert la recherche aujourd'hui ? Moi, elle me dérange un peu, cette question, parce que je ne sais pas s'il faut que la recherche soit utile tout de suite. Les questions de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée. Et vous m'avez dit, Céline, que c'était très intéressant, cette question. Alors allons-y, développons-la, et en attendant que Madame la ministre arrive aussi. Le jour où vous me l'avez posé, pendant des semaines et des semaines, j'arrêtais pas de me dire, ça ne sert à rien, d'abord. La recherche ne sert à rien. Et je crois pas que... En fait, je me suis trompé. C'est pas qu'elle sert à rien, c'est que la recherche ne doit pas être utile, de prime abord. On va trouver des champs d'application divers, tout à fait. Et utile actuellement, ça renvoie à la temporalité de la recherche. Et ça pose un problème, c'est-à-dire que la recherche, je suis moi en tout cas personnellement pour une recherche fondamentale, donc une recherche du temps long. Et c'est très difficile de donner en tout cas une dimension utilitaire, donc de l'utilitarisme, actuellement à la recherche qui est en train de se faire. Parce que vous l'aurez remarqué, mais par exemple, les enjeux sociétaux actuels sont les questions de recherche qui ont été laissées en jachère hier. Le réchauffement climatique, on peut parler aussi, dans les années 80-90, de l'ARN messager. Bon, quand même, il y a des gens qui se sont battus pour que ça soit là aujourd'hui, et c'est ce qui fait aussi que le Covid a pu... nous sommes ici, en tout cas. Il faut des fois travailler dans l'ombre et pour des résultats qu'on ignore, finalement. Pour des résultats qui, a priori, ne sont pas toujours interprétés comme porteurs. Donc il faut aussi une recherche qui soit réticulée, qui discute entre elles, mais qui soit à tout prix désintéressée, selon moi. Voilà. À tout prix désintéressée.
Alors, je veux bien faire un petit tour de table. Là, on va continuer avec vous. Julien, qu'en pensez-vous? Enfin, à quoi sert la recherche? Vous êtes cancérologue, vous travaillez... Enfin, on n'oserait pas vous poser cette question. Pourtant, vous avez votre avis là-dessus aussi. C'est vrai que pour nous, ça paraît assez évident, mais je suis quand même assez d'accord avec ce qui vient d'être dit sur l'aspect désintéressé et noble, tout simplement, du but premier, à mon sens, de la recherche, qui est tout simplement de comprendre le monde qui nous entoure. Et ça n'a pas forcément besoin d'être directement appliqué. Bon, après, évidemment, pour nous, quand on travaille sur le cancer, c'est des sujets qui touchent directement des questions de santé publique. Donc les réponses sont assez évidentes. Mais il faut bien se rendre compte que les résultats qu'on obtient en recherche fondamentale à l'heure actuelle, elles mettent énormément de temps à être traduites en santé publique. Et il faut avoir en tête qu'une découverte même majeure dans nos domaines de sciences biologiques, elle peut mettre 10 ans, parfois 15 ans à se traduire en une molécule qui va être administrée à des patients. Donc là, il faut aussi, je suis tout à fait d'accord, intégrer la notion de temps dans le but de la recherche. Et évidemment, ça rend un peu plus flou ce but. Alors pour nous, c'est important tous les jours de se souvenir de pourquoi on va au laboratoire, mais parfois on travaille un petit peu dans le brouillard parce qu'on ne sait pas si les recherches qu'on fait maintenant et les découvertes qu'on fait maintenant vont mener à des changements de paradigme ou des changements de traitement pour les patients. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et je pense que c'est pour ça que la recherche en sciences biologiques, elle peut avoir des retombées énormes, et peut-être qu'on en parlera plus tard, mais en particulier des retombées économiques majeures, mais elle nécessite une certaine vision. Et je pense que les gens qui ont contribué de manière la plus flagrante à ces avancées, c'est des gens qui avaient une vision et qui pensaient à un but que peut-être d'autres ne voyaient pas. Et vous pensez que cette vision, elle est encouragée? On va arriver dans les sujets qui fâchent un peu, et la question des moyens, évidemment. En France, par exemple, pour cette recherche en cancérologie, où on comprend bien que vous tâtonnez, enfin oui, on ne sait pas ce qui va donner ou pas. Est-ce que vous êtes soutenu? Vous considérez que vous êtes soutenu? Alors je pense que la France, c'est un pays où on a un système de recherche qui est particulier. Par certains aspects, on est dans des conditions privilégiées. Par d'autres aspects, je pense que cette vision dont je parlais, et là je parle vraiment spécifiquement pour la biologie, elle manque, et elle a manqué, elle manque depuis longtemps. Et en particulier de la classe politique, je pense, et des gens qui prennent des décisions, et ça se traduit en particulier par un manque de moyens. La biologie, c'est une recherche qui coûte très cher, et donc on a besoin de gros moyens, et on voit que la France n'a pas investi autant que des pays qui, à l'heure actuelle, sont devenus plus performants qu'elle en recherche en biologie. Je pense évidemment aux États-Unis, mais aussi à l'Angleterre, à l'Allemagne, à la Suisse, donc vraiment nos voisins qui ont investi de manière beaucoup plus massive dans ces recherches. Et encore une fois, pour revenir à cette idée de vision, je pense que la recherche en sciences biologiques, elle peut avoir des retombées économiques considérables, et on voit qu'elle a des retombées économiques considérables dans les pays qui sont capables d'investir. C'est des retombées en termes de prise de brevets, en termes de start-up, en termes de développement pharmacologique. Mais évidemment, ces retombées, on les a quand on a investi. Et un investissement, par définition, on ne voit pas ses fruits immédiatement. Et donc ça nécessite une sorte de vision, une vision politique aussi, pour engager des fonds sur des années avant de pouvoir en bénéficier, si je puis dire, comme un moteur de l'économie, et en particulier de l'économie dans les sciences biologiques et cliniques. Merci pour votre franchise, Julien, et pour continuer comme ça cette recherche. Alors, on est dans un autre domaine avec vous. Oui, il s'agit de sciences humaines, il s'agit d'histoire, il s'agit de revenir sur le passé pour éclairer notre présent, et en même temps, on se dit que vos recherches, elles sont essentielles, fondamentales aujourd'hui. Justement, on a besoin de ces éclairages-là, de voir comment on a fait, comment on aurait pu faire, et aussi pour sortir des discours très rapides qui parlent de charia dans tous les sens. Comment vous répondez à cette question, vous? À quoi sert votre recherche qui peut sembler très pointue et qui en même temps est essentielle?
Merci. Je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire quand vous avez posé cette question de l'utilité, surtout pour les sciences humaines et sociales, ce n'est pas évident de le montrer dans l'immédiat. Et je répondrai peut-être dans 2 ou 3 aspects, deux concernant les sciences humaines et sociales plus largement, et la troisième partie peut-être sur ce que je fais exactement, le thème sur lequel moi je travaille. C'est que au fond, je dirais, peut-être ça semble naïf, qu'il n'y a pas d'utilité en soi pour ce que nous faisons, c'est-à-dire on est aussi parfois en retrait du monde environnant, notamment lorsqu'on est historien. Ce n'est pas autant pour romantiser la profession et la vocation des historiens, mais néanmoins avec des sources, des documents ou des archives, on essaie d'appréhender d'autres types de sociétés. Pour aussi montrer, disons, la variation qui existe dans la façon dans laquelle différentes types de sociétés ont existé, évolué ou avaient leurs propres mœurs, systèmes normatifs. Et cela, je pense, lorsqu'on prend l'approche des sciences humaines et sociales, et je dirais critique, c'est-à-dire on n'est pas dans l'utilité immédiate, et notamment, je ne dirais rien de nouveau, on est entouré dans un monde où la raison instrumentale, d'une certaine manière, est le plus dominante. Certes, l'éducation et l'université est vue comme formant la jeune génération pour l'emploi, qui est vrai, mais néanmoins, je pense que la cité devrait faire une place pour des sciences qui ne poursuivent pas forcément une application ou un usage dans la pratique. Et en ce sens, c'est pourquoi très souvent, lorsqu'on se demande quelle est l'utilité des sciences humaines et sociales, on n'arrive pas à vraiment dire quelque chose de positif en ce sens-là. Mais aussi, deuxième, je dirais, c'est ce que les sciences sociales, notamment comme elles sont nées au 19e siècle, en Europe, dans un contexte historique très particulier. Aujourd'hui, on a d'autres types d'études, différentes méthodologies. Elles étaient aussi souvent porteurs peut-être d'une sorte de question de l'émancipation ou de comment se distinguer, comment en fait comprendre nous-mêmes dans un sens très large. Et cette compréhension amènera à une réflexion sur comment on va vivre, quel type de... comment on va... Peut-être aujourd'hui c'est très critiqué, l'idée du progrès qui avait existé à un certain moment, comment en fait on peut, tout en comprenant les sociétés du passé ou du présent, en fait, aborder cette question. Et finalement, je terminerai notamment pour le charia, c'est vrai que je travaille de point de vue technique de la pensée juridique, qui est très éloigné, mais de là, je pense que l'histoire joue notamment le rôle d'un roman national. L'histoire est utilisée pour différentes fins, et surtout, si je pense à l'ère culturelle sur laquelle moi je travaille, il y a des controverses liées, et ce sont aussi très souvent produits d'un regard soit biaisé, soit en fait des anachronismes, comment on comprend et on reflète. En fait, le passé revient très souvent dans le débat actuel et on reflète, on réfléchit sur les questions de comment on va vivre ensemble. Ça peut être par exemple aujourd'hui l'idée entre les communautés religieuses qui sont conçu comme étant majoritaire ou minoritaire, qui est en fait une manière très récente de penser en fait par le recensement des populations, alors que, disons, au XVIIe siècle, on ne pensait pas dans ces termes-là. Donc je pense que bien que c'est très éloigné de tous les jours, ces recherches,
il me semble, peuvent apporter, disons, un versant qu'on peut intégrer peut-être dans le milieu scolaire, mais voir en fait comment on peut expliquer ce qui est très complexe aux citoyens, je dirais. Une autre question peut-être, vous êtes d'origine indienne, vous travaillez dans de nombreuses langues et vous êtes en France aujourd'hui, Naoumin. C'est un choix, c'est un hasard je dirais c'est un choix plutôt. J'ai fait mes études en Inde et en passant en France et je suis allé aux États-Unis pour mon doctorat. Je trouve que le système universitaire français est très ouvert et surtout une institution comme l'École des hautes études en sciences sociales où je suis m'offre une grande liberté pour mener mes recherches, de me concentrer sur des thématiques et surtout en fait de faire des séminaires de l'enseignement, comme on le dit à l'école, de la recherche par la recherche. Et en ce sens, je pense, surtout cette liberté, elle est importante mais aussi la possibilité dans une petite institution où on peut enseigner ensemble avec des collègues dans d'autres domaines ou qui travaillent sur d'autres historiographies. Tout cela, je pense, que nourrit ma réflexion et cela, je pense que je suis très heureux d'être. C'est un bon écosystème, on a envie de dire. Alors je me tourne vers vous, Mathilde. Alors vous, c'est un bon écosystème aussi ici au Collège de France, ça c'est clair. Votre recherche donc sur le droit et l'administration par algorithme aujourd'hui, il est évident qu'on se dit, si on vous pose la question à quoi ça sert, oui ça sert, mais en même temps, j'imagine que vous creusez plus loin que ça. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à la question à quoi sert la recherche, votre recherche, Mathilde? Alors, donc en effet, d'un côté, on a l'impression qu'on comprend et qu'on voit l'intérêt. Alors, je m'inscris aussi donc, dans les réponses qui ont été données tout à l'heure. Je crois que sur l'administration par algorithme en particulier, l'enjeu principal, ce à quoi ça peut servir, la recherche, si on veut donner une réponse positive, je pense que c'est l'enjeu démocratique et aussi d'autonomie individuelle. Donc de meilleure compréhension des phénomènes, des processus, de meilleure compréhension des rapports de domination, de meilleure compréhension des institutions et des règles qui nous régissent. Donc en effet, c'est peut-être un peu plus évident pour le droit, mais ce sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est que de façon générale, la recherche, l'augmentation de la connaissance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça a un enjeu de meilleure compréhension du monde, évidemment, mais donc aussi d'autonomie individuelle. Et donc pas seulement pour le chercheur, mais aussi pour le public. Et donc un des grands enjeux, et monsieur l'administrateur en parlait tout à l'heure, c'est la diffusion de la recherche, l'accès à la recherche, et pour revenir aussi sur la question démocratique, la participation aussi en fait des citoyens à la définition de à quoi sert la recherche. Et donc ce sera notamment une des questions qui sera explorée par la chaire droit international des institutions cette année, puisque la professeure Samantha Besson va traiter du droit de la science, en particulier le droit international de la science. Mais donc tout en étant tout à fait d'accord avec le risque d'une instrumentalisation, et en particulier économique, de la recherche, je pense qu'une réponse qu'on peut donner, c'est ça sert à des valeurs comme l'autonomie de la personne humaine et la démocratie. Et vous-même, vous avez l'impression que vous pouvez faire passer vos recherches, parce elles nous concernent toutes et tous aujourd'hui, mais comment justement vous y réfléchissez précisément avec le professeur Samantha Besson et ou vous dans votre parcours à vous? Oui, alors donc merci d'avoir posé la question, parce que donc ça m'a aussi invité à y réfléchir davantage. Je crois que pour la recherche juridique, c'est peut-être un peu plus particulier parce qu'on est davantage habitué à démêler les enchevêtrements de normes et essayer de l'expliquer à des publics plus larges, pas seulement à des étudiants, mais aussi au public plus largement. On voit régulièrement des professeurs de droit qui interviennent
dans les médias notamment. Et puis, c'est aussi une recherche qui s'exprime à travers des canaux qui sont peut-être moins classiques pour d'autres disciplines, notamment les blogs scientifiques. Donc voilà. Donc en effet, moi j'ai travaillé à l'édition d'un blog scientifique, et donc en effet, à l'avenir, pourquoi pas continuer à utiliser ces canaux. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une difficulté à traduire la recherche en train de se faire sur des supports qui sont accessibles au grand public. Bien sûr, c'est des grandes questions, comment simplifier, mais aussi voilà, comment avoir un accès, expliquer la complexité. Et puis avoir accès en fait à ces revues qui sont souvent, spécialement en droit, qui sont assez chères. Ah, d'accord, question financière aussi. Alors, je me tourne vers l'économiste, Olympia. Alors, vous, à quoi sert la recherche? Les économistes, on les fait parler ou on leur fait dire peut-être des choses? Vous travaillez sur la question des lobbies, je l'ai dit, c'est pas juste un gros mot. Et ce sont des recherches qui, au fond, intéressent tout le monde, même si on n'en parle peut-être pas assez, d'ailleurs. Oui, je pense que les économistes parlent beaucoup. D'habitude, ils s'expriment de façon assez large, et il parle à un public très large. Je tiens juste à dire que je rejoins tout ce qui a été dit tout à l'heure sur l'utilité de la recherche et la nécessité de ne pas uniquement voir la recherche en termes d'utilité, et de penser aussi à la curiosité qui est intrinsèque à nous, hommes et femmes et humains en général. Et je pense qu'en économie, c'est un tout petit peu différent de certains points de vue, parce que beaucoup de questions viennent du monde institutionnel, où on nous pose des questions pour essayer de comprendre ce qui se passe, comment changer ce qui se passe, et apporter de la transparence aussi. En termes de lobbying, c'est très important de comprendre qui agit dans le débat, quel est le poids de chacun, pour avoir justement une démocratie dans laquelle tout le monde peut avoir confiance. Donc on a à la fois ce côté d'utilité de répondre à des questions, de comprendre par exemple quelles incitations mettre en place pour pour augmenter l'innovation des entreprises. Et en même temps, on a cette nécessité de comprendre ce qui se passe, et je pense que l'économie politique vise aussi à répondre un petit peu à ces questions. Vous vous sentez parfois trop pressé, au fond, de répondre ou d'apporter des réponses peut-être toutes faites, ou un mode d'emploi quand on est économiste? Je pense qu'on est tous un peu pressés dans notre quotidien. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait ma thèse ici au Collège de France, dans des très bonnes conditions. Et donc, de ce point de vue-là, je n'ai pas été particulièrement pressée. Mais évidemment, la vie d'un chercheur se balance toujours entre laisser libre cours à sa curiosité et essayer de trouver des résultats. Je pense que, je ne sais pas si tout le monde partage, mais... Je pense que oui, je pense que Pete partage aussi cette idée. En tant que mathématicien, à quoi sert la recherche? Les mathématiques, c'est évidemment de la recherche fondamentale, mais qui va s'appliquer aussi. Et vous avez, vous aussi, une manière... Enfin, vous avez envie, dans votre jeune génération de mathématiciens, je pense à Duminil Copin, par exemple, médaille Fields aussi, vous avez envie... De bousculer un peu quand même. Je suis désolé, de bousculer, c'est quoi? Ça veut dire de secouer un peu, de ne pas être dans une ligne absolument académique, traditionnelle. Vous faites un peu feu de tout bois en mathématiques aujourd'hui. Non, si vous n'êtes pas... Ben, allez-y, si vous n'êtes pas d'accord. À quoi sert la recherche en mathématiques, cher Pete? En fait, pour moi, c'est important que tout le monde peut toujours expliquer ce qu'on fait. Parce que je peux dire probablement que je fais le truc le plus théorique de ce groupe ici. Mais si je n'arrive pas à vous expliquer ce que je fais, est-ce que j'ai toujours le droit d'exister dans le monde académique? Parce qu'on recherche des trucs très compliqués, mais après, ça sert à quoi? Et pour moi, il y a vraiment deux réponses. Et pour moi, la première réponse est qu'on sert aux autres sciences pour créer une langue universelle. Du coup, il y a plusieurs exemples. Je pourrais dire la statistique. Je pourrais presque dire qu'on utilise presque toute la statistique ici, non?
Et c'est probablement pas le truc, ce qu'on adore de faire au quotidien, mais c'est un truc important. Et pour moi, la deuxième réponse est que, en fait, dans l'univers, on ne comprend pas vraiment la matière qui fait l'univers. Parce qu'on comprend bien la matière autour de nous, mais après, les particules très petites, il y a des effets quantiques, des effets aléatoires. On ne comprend pas du tout ce qui arrive là. Et pour moi, ce sont des questions, mathématiques. Du coup, ce sont des questions très précises, très bien encadrées. Et là, on peut vraiment trouver des questions, des réponses très précises. Et en fait, je peux vous dire que normalement, on ne trouve pas de réponse. Du coup, normalement, on commence une recherche, on ne trouve rien. Ça arrive. Mais si on trouve un truc, ça peut être très intéressant, pas juste pour nous, mais aussi pour les autres sciences. Et justement, quand vous dites on ne trouve rien, c'est-à-dire comment faire pour encourager justement les jeunes chercheurs et chercheuses comme vous à chercher justement, hein, et donc à se faire des erreurs, à pas trouver, enfin voilà. Comment? Est-ce que vous avez l'impression dans cet écosystème ici en France qu'on vous y encourage? Vous, mathématiciens, vous comprenez ce que... Je suis encore désolé, mais non. Non, parce que c'était trop compliqué. Comment faire pour vous encourager, justement, en tant que mathématicien, à chercher? Oui. À chercher, quitte à ne pas trouver, à vous tromper. Oui. Avec le temps long, sur des années, peut-être. Comment faire? En fait, pour moi, personnellement, c'est pas vraiment vrai qu'on trouve rarement des réponses. Mais la question est toujours de prendre le niveau juste, de chercher. Parce que pour moi, ce n'est pas difficile de trouver des réponses, mais de poser des bonnes questions d'un bon niveau, ça c'est un truc très important. Et c'est aussi là que, pour moi, la communauté mathématique m'a aidé beaucoup, parce que c'est de temps en temps difficile de donner confiance à toi-même, et on a besoin d'une autre à donner cette confiance. Et ça, c'est aussi un côté où ce prix m'aide un peu, parce que ça me donne une confiance de poser des questions plus difficiles que j'avais posées avant. Et je ne sais pas si c'est une expérience partagée ou pas, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose à valoriser. Oui, on peut retourner la question de Piet à chacun d'entre vous. Justement, ce genre de prix, vous dites, ça vous donne confiance, au fond, pour continuer à être mathématicien, à faire des recherches, à vous poser des questions. C'est une question de confiance, là, ce prix, c'est une question de reconnaissance. Ces prix que vous avez reçus du Collège de France, c'est pas rien quand même. Je ne sais pas, qui a quelque chose à nous dire là-dessus? Mathilde, peut-être? Oui, merci. Pour répondre à la question, je pense que, en tout cas, dans mon cas, c'est plutôt, donc en effet, l'honneur de la confiance qu'on nous accorde en nous délivrant ces prix. Alors pour moi, une bourse. Donc c'est plutôt un pari qu'une récompense. En tout cas, j'ai l'impression pour moi. Et donc, je remercie encore évidemment la Fondation du Collège de France. Ah oui, donc un pari pour donner confiance, Julien? Oui, moi j'aime beaucoup l'idée de Piet, et je trouve que c'est très juste cette idée du doute. Je pense que vraiment dans la carrière de chercheur, c'est à la fois ça qui définit ce qu'on fait et aussi ça qui nous motive. C'est vraiment un doute, c'est pas un doute sceptique, c'est un doute méthodique. Donc ça nous permet d'aller chercher la question suivante. Et il a raison, je veux dire, la plupart des choses qu'on fait ne donnent aucun résultat qu'on avait prévu. Parfois, c'est utile de découvrir quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Souvent, on ne trouve pas ce qu'on avait envie de trouver. Mais c'est cette persévérance qui est nécessaire aux chercheurs, je pense, qui nous permet d'aller au-delà. Et pour moi, un prix comme ça, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance d'un travail qui est acharné. Je pense que le métier de chercheur, c'est un métier qui est extrêmement exigeant. On doute beaucoup, et même si on a le soutien de beaucoup de gens, on a le soutien de notre famille, on a le soutien de collègues, de mentors, bien, c'est important de temps en temps d'avoir un prix qui nous dit bon, voilà, ce que vous avez fait, c'est bien, et ça a produit une nouvelle connaissance.
Et je pense que pour moi, c'est ça, et c'est ça qui me touche, c'est cette reconnaissance. Quelqu'un veut réagir là-dessus Céline Oui, ouais, pour rebondir là-dessus, il y a cette idée aussi qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure, à quoi sert la recherche. Voilà. En fait, la recherche, elle est constitutive de nous-mêmes. Je parlais d'Homo sapiens tout à l'heure, de ce qui nous rend différents des autres grands singes. On a une croissance très lente, très prolongée, et cette croissance, elle est nécessaire à des développements synaptiques colossaux et à un moment donné à ce que l'enfant ait un désir épistémologique qui veuille ouvrir les choses, voir comment elles fonctionnent. Donc il n'y a pas d'utilité, ça fait partie de nous. Donc on est animé par ça, on vit dans un monde qui est compliqué, c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices, et quelque part ce qui vient de se passer là, c'est une manière de nous dire à tous allez-y, continuez. Vous avez le sentiment de ne pas être justement peut-être assez soutenu. On est ici dans un lieu au Collège de France qui a 5 siècles, ou peut-être on a eu la première fois l'idée de soutenir justement les chercheurs, les professeurs qui voulaient ouvrir leur savoir à tous. C'est un sentiment que vous avez en tant que jeune chercheur aujourd'hui, de peut-être pas être assez soutenu. Ça peut être financièrement, ça peut être autrement aussi, pas assez reconnu. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là? Est-ce que vous l'avez? Qui a envie de répondre là-dessus? Julien peut-être, ou Olympia? Oui, alors donc moi j'ai la chance d'être dans un laboratoire exceptionnel avec des personnes exceptionnelles académiquement et humainement. Donc je me suis toujours sentie soutenue dans ma recherche. Comme vous l'avez dit, ici c'est un lieu qui permet aussi de faire de la recherche dans de bonnes conditions matérielles, et j'espère que ce sera toujours le cas. Je pense que c'est important, ça ne répond pas entièrement à votre question, mais que c'est important de effectivement bien financer la recherche, en France en particulier, et qu'une partie de justement tout ce qui est de mettre à disposition en accès ouvert à tout le monde, c'est quelque chose qui est très utile, qui ne peut évidemment pas remplacer le financement de la recherche, mais qui aide tout le monde et chacun à s'intéresser et à apprendre un peu plus et à potentiellement faire de la recherche soi-même avec tout ce matériel. Il y a aussi Julien, vous vouliez réagir? Oui, moi c'était simplement sur votre question, et puis aussi sur la question précédente qui avait été posée. Je pense que le système éducatif français est un système qui produit, on va dire, des chercheurs de très grande qualité. Je pense qu'il y a vraiment une émulation, mais aussi des filières qui permettent de former des gens extrêmement pointus, extrêmement brillants, qui parfois partent à l'étranger. Mais je pense que ça, il faut le souligner. Et moi, je suis très reconnaissant à la France d'avoir acquis cette formation. Après, sur le soutien sur le long terme, on en a parlé tout à l'heure, je pense que le soutien à la recherche en biologie n'est pas suffisant en France, et on voit que la France est un peu distancée dans beaucoup de ces aspects-là. Et je pense que un de ces aspects-là, c'est vraiment la structuration de la recherche. Et je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres domaines, mais un des exemples qui, à mon sens, pêche, c'est vraiment qui touche à l'essence même de notre travail, c'est par exemple la charge administrative à laquelle on est soumis, qui est de pire en pire. Je veux dire, c'est en constante augmentation. Et malheureusement, moi, je passe beaucoup de mon temps à faire des choses qui ne sont pas alignées avec ma formation. Et que je préférerais ne pas avoir à faire, vous voyez, et pour pouvoir me concentrer sur vraiment la découverte et l'accroissement des connaissances. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a encore du travail à faire pour, si vous voulez, permettre à la formation scientifique qu'on a en France d'être complètement exploitée. Ce serait de donner de meilleurs moyens aux chercheurs ensuite de pouvoir faire leurs recherches. Nawine, je vous voyais hocher la tête et je ne vous ai pas entendu sur ce sujet. Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Je dirais simplement que
moi aussi, je suis très chanceux d'être dans une institution qui me permet de mener mes recherches. Et je dirais que le soutien, notamment, à la fois il y a le soutien financier, mais surtout le soutien des collègues et de l'administration est très important. Donc, d'être dans un environnement universitaire où on peut non seulement dialoguer, mais aussi de monter des projets en commun, de réfléchir ensemble, parce que souvent dans les sciences humaines et sociales, on a cette tendance, ou peut-être c'est une projection qu'on fait, que c'est un travail solitaire que fait un individu. Mais en réalité, on partage des connaissances, mais aussi des critiques qu'on peut avoir. Et pour revenir à cette question de type de questions qu'on pose, c'est-à-dire non seulement l'utilité, mais où on va, moi en tant qu'historien, il me semble que très souvent, on cherche aussi à travers des archives et la réflexion, quel type de questions on peut poser. Souvent, on peut aussi changer, notamment dans les sciences sociales, le regard pas forcément en apportant une réponse ou même en posant une question, même en posant cette question de quel type de question. C'est-à-dire nos sources, parfois, dans mon domaine, ça peut être dans d'autres domaines où on utilise, on travaille sur des textes dans des langues anciennes, où la philologie est fondamentale, mais aussi des sociétés qu'on ne connaît pas, disons, il n'y a aucune manière de l'appréhender de manière perceptive. En fait, la vraie question méthodologique, mais aussi épistémologique, c'est de savoir quelles questions il faut poser. Parce que, de quel point de vue, c'est-à-dire en fait quelle image on va produire de leurs expériences, leur existence. Et souvent, je pense que c'est là que joue, pour moi, en fait, tout l'enjeu et la difficulté. Et on peut aussi, en fait, expérimenter, réévaluer. Ça peut être, par exemple, la question, si on prend avec des religions, avec le droit, une des grandes questions, c'est aussi de la violence ou des conflits qui avaient existé, qui sont très différents des nôtres. Donc la religion, bien sûr, a été utilisée pour différents types de conflits, mais est-ce que c'est la violence religieuse? Est-ce que c'est vraiment en soi... lorsqu'on prend tel ou tel acte ou situation particulière, on l'étudie, il y a toutes sortes de questions qu'on peut poser et surtout essayer en fait, de s'éloigner de notre regard ou de penser purement de nos expériences contemporaines. Quelle bonne question posée, comment avoir de la curiosité, comment décaler. Vous faites partie de champs disciplinaires très différents. Là, il n'y a même pas de barrière, en fait, entre sciences humaines, sciences exactes, sciences fondamentales, sciences appliquées. Vous parliez, Pete, d'un langage universel. J'ai bien de vous entendre là-dessus, parce qu'au fond, vous êtes le mathématicien. C'est vrai que la plupart des sciences, aujourd'hui, se basent sur des raisonnements mathématiques. Un langage universel, des questions universelles à trouver. Au fond, vous vous retrouvez chacun dans vos questions. Et c'est quoi ce langage universel, Pete? En fait, pour moi, je ne crois pas qu'il y a vraiment un langage universel entre toutes les sciences. Mais je crois vraiment qu'on a besoin aujourd'hui pas d'une vérité, mais on a besoin de chercher la vérité. Parce que j'ai l'impression qu'on perd un peu ça de temps en temps, qu'on ne cherche pas juste la vérité, mais juste la vérité qui nous plaît. Et c'est un gros problème, d'une manière. Et il y a une tâche là pour nous, comme chercheurs et chercheuses, d'améliorer cette situation, de montrer que c'est vraiment un truc important, la vérité.
magnifique ambition. On va peut-être bientôt s'arrêter parce qu'on va laisser la parole à Madame la Ministre qui nous a rejoints. Est-ce que l'une d'entre vous a quelque chose à dire enfin? Je trouve que c'était une jolie conclusion, mais peut-être que vous avez quelque chose à dire sur le bout de la langue. Ben écoutez, merci, bravo, vraiment, à tous les 6, un grand merci pour avoir partagé aussi simplement que ça vos sciences. Et bonne chance, et on vous retrouve ici, au Collège de France. Moi, je vais vous y retrouver.